Wanted Radio, en toute indépendance. Wanted Radio, première sur la nature en ville. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature, avec Valérie sur Wanted Radio. Eh bien écoutez, bonjour à tous, bonjour Samuel. Bonjour tout le monde, bonjour Valérie. Salut les gens et les gens, tout le monde va bien, j'espère, en je ne sais plus quel jour, le 18, on est le 18 juin, il fait 33 degrés, il est prévu 37 à la fin de la semaine pour la fête de la musique, donc il faut prévoir les crèmes solaires, la casquette, les lunettes de soleil, si on ne veut pas cramer sous le soleil, mais ça va être une belle fête de la musique, je suppose. Donc nous sommes là pour notre numéro combienième de Solution. Pardon, 52. 52. Presque mon âge. Mon 52e émission Solution Nature, où je remercie grandement encore Wanted Radio de m'avoir accueilli pour pouvoir faire ces émissions. Je vous invite d'ailleurs à regarder écouter les podcasts qu'on a fait depuis quelques années maintenant et qui sont très... Ah, vous entendez peut-être ? Non, on n'entend pas. Il y a quelqu'un qui tombe, c'est la saison, il tombe. Non, ah oui. On n'entend pas ? Si, on entend là peut-être. Alors, si vous entendez, ça veut dire que, écoutez, on a la fenêtre ouverte là sur un joli spectacle de verdure, fleurs, arbres, magnifique. Et il y a quelqu'un qui entretient les jardins. Alors, je me suis dit, avec la chaleur, tout ça, l'approche des vacances et tout, mais de quoi vas-tu parler, Valérie ? Est-ce que tu vas encore gna le béton par-ci, gna le béton par-là, ou alors un truc plus positif, c'est-à-dire tous les gens qui font plein de belles choses aussi pour la biodiversité et pour nous sauver la vie. Mais pas du tout, ni l'un ni l'autre. En fait, je vais vous raconter une expérience formidable. Je me suis aperçue, en fait, que ça faisait quelques semaines, même voire quelques mois, Samuel est témoin, que je glandais en nature. Vraiment. Oui, c'est vrai. Que je faisais plus rien. C'est vrai. Que je me laissais aller. J'ai repris ma bagnole, je prends plus les transports en commun. Je me suis racheté une voiture. Voilà, je trie toujours mes poubelles, mais bon, mon voisin qui élague son arbre, ça me fait plus grand chose. Les gens qui bétonnent leur jardin pour faire propre, ça me fait plus grand chose. Voilà, comme un genre de passage à vide, on va dire. Où vraiment, je me suis tenue très très loin de là et oui, comme quelqu'un qui reste sur son canapé et qui regarde passer les projets, les trucs et les machins, ça m'intéressait plus. Un genre de glandage mais surdimensionnel. Et je me suis dit mais comment ça se fait ? Mais comment c'est possible ? Moi qui tu vois toujours en train de défendre, même pas. D'ailleurs ça peut être chiant parce que quand je suis en apéro avec des potos, et bien à un moment donné il faut que j'y aille de ma petite phrase écolo, les insectes. Tu vois, on était à la mairie, tiens, exemple. Donc c'est pour dire que le glandage c'est fini, ça m'a repris. On était à la mairie il y a 2 jours, à la mairie de Pessac, de là où j'habite, et il y avait une fourmi sur la table qui gambadait. Et j'ai ma collègue et amie qui d'un geste a balayé la fourmi. Et voilà, j'ai fait. Mais laisse-la, voilà. Donc je sais que ça peut être un petit peu. Quand quoi ta nature voilà, connectée avec la nature. Voilà. Et le fait de ma nature qui s'est reconnectée ou qui a rejailli, je ne sais pas ce qui s'est passé ou que j'ai réouvert la porte, mais ça m'a fait me dire tiens, je me réveille. Je pense que pendant quelques mois je suis restée sans rien faire et puis j'ai un petit peu glandé. J'étais fatiguée, j'ai même reposé. Alors du coup, je me suis intéressée justement au climat, mais surtout aux 12 excuses de l'inaction, parce que pendant ces mois-là, j'ai rien fait du tout, donc j'étais totalement dans l'inaction. Et je me suis dit, est-ce que dans ces 12 excuses de l'inaction, donc j'ai pris le site lebonpote.com qui a fait un travail sur le climat, les 12 excuses de l'inaction et comment y répondre. Pour y trouver peut-être ma raison, moi, de l'inaction pendant quelques mois. Donc, alors, première raison,
des 12 excuses. Première excuse, c'est argument, c'est le catastrophisme. C'est difficile à dire. Trop tard, c'est trop tard, ça sera jamais assez. Voilà, ça c'est la première excuse. C'est vrai que parti de là, et ça me rappelle beaucoup de personnes que j'ai croisées dans mes dossiers et dans mes actions militantes qui disaient mais ils sont trop puissants, ils ont trop d'argent, c'est déjà fait, c'est trop tard, ça sert à rien, c'est machin. Et c'est vrai que là, vous vous retrouvez quand même un peu contre un mur, là, tout d'un coup. Vous avez tout l'élan et puis paf, on vous pose un mur de béton ou tu vois, d'acier de 15 cm de large, ça le fait. Donc, réponse. On peut répondre, par exemple, que c'est faux, parce que le GIEC, monsieur le GIEC, a dit qu'il était encore temps de faire des changements nécessaires pour vivre dans un monde soutenable. Donc, chaque petit geste que vous faites n'est pas vain, au contraire. D'après le GIEC, chaque petit geste, et puis en plus, nous sommes des milliers, même des millions et des milliards, donc si tout le monde fait un petit geste tous les jours, petit geste par petit geste, vous savez, c'est le truc de une goutte fait l'océan. Et bien, petit geste par petit geste, on va arriver à changer peut-être la donne. Donc, non, première excuse, elle n'est pas valable. Alors, je vais à la deuxième excuse. Le changement est impossible. Argument, toute mesure prise pour réduire l'impact CO2 serait contre nature. Les gens ne voudront jamais changer. En démocratie, ça ne passera jamais. Genre, les gens sont idiots, ils savent pas prendre soin d'eux et du coup, ils vont continuer à vouloir se polluer, à vouloir manger des pesticides, à vouloir se cramer l'été et plus être en terrasse parce que ça va devenir impossible d'aller à la plage pendant certaines heures de soleil parce qu'il fera trop chaud. Ça va être impossible de prendre l'apéro, ça va être impossible de se balader. En Grèce, déjà, depuis quelques années, ils en sont déjà à se lever à 4 heures du matin pour aller faire du jogging. C'est pour vous dire quand même. Donc, parce qu'après, il fait trop chaud. Donc, tous ces petits gestes et toutes ces habitudes, ça voudrait dire que vous avez envie de vous en passer. Non, ça, je ne peux pas croire ça. Je pense que tous les gens ont cet instinct de survie qui leur fait dire, mais oui, moi aussi, j'ai envie d'avoir une belle vie. De vieillir en bonne santé longtemps et que mes enfants aussi, etc. Donc, moi, j'y crois pas. Voilà. Ouais, d'ailleurs, la réponse, c'est il faut dire que c'est dans la nature humaine. Non, moi, j'y crois pas. C'est que je pense qu'on est aussi à avoir cet instinct de survie et vouloir une meilleure vie, une plus belle vie. Excuse numéro 3. L'individualisme. La responsabilité incombe à quelqu'un d'autre. Le changement viendra uniquement des individus. Alors ça, c'est pas moi, c'est l'autre. Alors ça, c'est vrai qu'on est nombreux à faire ça. C'est pas ma faute, c'est la faute à l'autre. Et ça, c'est une super bonne excuse. Moi, c'est pas celle qui m'a fait glander pendant 3 mois. Mais c'est vrai qu'on est nombreux à avoir cette mauvaise habitude de dire c'est pas moi, c'est l'autre. Et quelle est la réponse à ça ? Qui est responsable ? Eh bien, en fait, il faut que chacun fasse sa part. C'est ça, c'est tout. C'est pas moi, c'est l'autre. On est tous responsables au quotidien, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on achète, dans tous les gestes du quotidien. On est responsable de notre environnement. Voilà, c'est tout. Donc, quand on ramasse un papier par terre dans la rue parce que la rue est parce que quelqu'un l'a jeté, et bien voilà, on a fait un geste écologique et on a fait un geste pour la planète et pour notre cadre de vie. Donc, ça peut commencer juste comme ça. L'excuse numéro 3 pour ne rien faire et pour glander, c'est si nous baissons en premier nos émissions, d'autres pays vont profiter de nous. Voilà, c'est-à-dire que pourquoi c'est nous qu'on ferait le premier alors que les autres ils le font pas. Ça c'est des arguments j'ai l'impression d'être à l'école maternelle ou tu sais dans la cour d'école du secondaire. Lui d'abord. Ouais, tu sais, maître et pourquoi c'est pas lui d'abord et pourquoi c'est moi qui dois faire d'abord. Voilà, c'est ça en fait le truc. Voilà, il faut grandir un peu, s'il vous plaît les gens et les jantes. Il faut grandir un peu, s'il vous plaît. Parce que là, c'est bon, on n'a plus 5 ans. À 5 ans, c'était acceptable. Là, quand on est adulte et surtout dirigeant, c'est plus acceptable du tout, quoi. Pas du tout. Et puis en plus, je veux dire, personne ne sait si c'est vrai. Hein. En plus, il me semble que le pays
dont on devrait avoir le plus peur, d'abord les autres et nous après, ça, c'est les Chinois quand même qui ont la production et qui nous alimentent presque en tout. Voilà. Exactement. Voilà, qui rachètent aussi nos vignobles ici en Gironde. Mais eux, pas folle, la guêpe chinoise ou non, c'est le moustique tigre. Non, c'est le moustique tigre chinois. Non, le moustique tigre chinois. Eux, ils ont commencé. Ils ont commencé à faire plein de travaux et d'actions pour baisser leur gaz à effet de serre. Ils ont commencé à revégétaliser plein d'endroits. Enfin, eux, ils ont commencé. Voilà, ils ont pris la bascule parce que voilà, ils sont toujours en avance d'un temps sur tout le monde. Donc, il faudrait peut-être prendre exemple sur eux. Donc, ça, c'était l'excuse numéro 5. Numéro 6, ça te parle ces excuses ou pas du tout ? Ben non, je découvre avec toi là. Ouais, pour rien faire, toi qui fais pas grand-chose, t'as bien une excuse. Il n'y en a pas aucune qui te parle pour l'instant. Si, ça me parle, mais si tu veux, enfin, moi je ne connaissais pas les 12 règles, enfin les 12, mais ça me parle quand même. Ouais. L'excuse numéro 6, celle que j'aime le plus, l'optimisme technologique. La technologie va nous sauver, l'avion zéro carbone sera là en 2035, mais nous on sera tous morts. La fusion arrive bientôt. On va faire quelque chose pour la nature, mais en 2035. Oui, voilà, en 2035. Alors que les gens, il faut quand même se rendre à l'évidence que c'est le progrès technologique qui nous a mis dans la merde. Voilà. En 150 ans, c'est le fameux progrès industriel qui a fait que nous en sommes là, en fait. C'est-à-dire que nous avons toutes les eaux du monde qui sont polluées au PFAS. C'est quand même l'industrie agrochimique et chimique. Toutes les sols des terres agricoles qui sont plus ou moins pollués aussi. Merci l'industrie et la technologie, la nouvelle technologie de l'agriculture. L'air qui est pollué dans les villes, puisqu'on voulait faire passer la ZFE. Enfin, et c'est qui ? C'est les pollutions des voitures, des usines, des camions. Donc tout ça, c'est de la technologie. Donc on veut essayer de réparer un truc causé par la technologie avec de la technologie. Eh bien, c'est pas possible. Il y a Freud qui disait on peut pas réparer un problème avec ceux qui ont créé le problème. C'est pas possible. Donc c'est pareil. Donc on ne pourra pas réparer ce qu'on a détruit de naturel avec de la technologie. On ne pourra réparer ce qu'on a détruit de naturel qu'avec du naturel. C'est Freud qui a dit ça ? Ouais, c'est Einstein qui a dit ça. On ne peut pas réparer un problème avec ceux qui ont créé le problème. Et donc là, c'est pareil. Si on veut réparer ce qui est naturel, il faudra en remettre du naturel et pas du mécanique, technique, technologique. Oui, nous, on sait mieux que tout le monde. D'ailleurs, à ce titre-là, je vous invite à lire un livre extraordinaire que j'ai découvert ce week-end parce que, même quand je glande, je lis quand même des livres sur la nature. Ça s'appelle « Rendre l'eau à la terre » de Monsieur Morisot aux collections Actes Sud. Et en fait, c'est une expérience qui guérit les rivières en faisant des barrages castors. C'est-à-dire qu'ils ont observé les castors qui font ça depuis 8 millions d'années. C'est-à-dire qu'en question ingénierie, technologie, ils sont vachement mieux outillés que nous. Et donc, ils prennent un modèle sur les castors pour refaire des barrages sur des rivières qui sont presque à sec et pour recréer des espaces de nature, des espaces rivières, comme ils appellent, avec des zones humides, etc. C'est un livre, mais extraordinaire, et qui dit bien que, il crée de la nature. C'est low-tech. C'est un livre qui utilise le low-tech, c'est-à-dire très peu de technologie, pas de machine où il y a de l'essence, rien du tout. Donc, on ne pourra réparer de la nature que grâce à de la nature. Donc ça, c'est l'excuse numéro 6. On saute à l'excuse numéro 7 qui est des paroles, très peu d'actes. L'argument, c'est « Nous sommes courageux et nous avons annoncé un plan historique. La France sera leader dans la lutte contre le changement climatique. » Entendu de la bouche de Laurent Fabius au bord des larmes à la fin de la COP 21. Voilà. L'excuse, en fait, c'est « On annonce des mesures historiques, mais sur le terrain, il n'y a rien qui suit. » Ou plutôt, des fois, là, comme on a vu là, ces jours-ci, on annonce des mesures historiques comme le ZAN, le zéro artificialisation nette, ou le retrait des néonicotinoïdes
pour les agricultures, pour l'agriculture intensive, etc. Et quelques mois après, bizarrement, on retoque les lois ou on fait passer des amendements, c'est-à-dire qu'on passe par la fenêtre pour mettre plus. C'est-à-dire que du coup, la loi ZAN, elle a été détricotée par les uns et par les autres. Du coup, on peut faire tout et n'importe quoi du moment que c'est d'intérêt public majeur. Mais qui décide que c'est d'intérêt public majeur ? Nos chers députés élus avec les industriels et les agro-industriels qui ont des infrastructures à sauver ou à mettre en œuvre. Et les néonicotinoïdes, grâce à la loi du plomb, me voici, me voilà. J'ai quand même entendu quelqu'un à la radio sortir. Écoutez, celle-là, elle était bien, quoi. Elle dit, mais que les abeilles ne craignaient rien parce que dans la culture de la betterave, il n'y avait pas de fleurs. Donc les fleurs, les abeilles ne peuvent pas. Les abeilles ne butinent pas les fleurs aspergées à néonicotinoïdes puisqu'il n'y en a pas. Donc les abeilles sont saines et sauves. Donc tout va bien, le monsieur tout va bien, sauf que le monsieur il connaît pas sa copie en fait, non. Parce que le produit qui est autour de la graine, sûrement, voilà, il passe par ruissellement de l'eau dans le sol, donc il imprègne le sol et il va dans la nappe phréatique et puis comme ça il se disperse partout et puis il fait des cocktails, il rencontre d'autres pesticides sur son chemin, donc là ils font des cocktails chimiques qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la puissance et surtout ce que ça va donner. Je vous invite à lire le livre Le Printemps silencieux c'est un livre américain où c'est une chercheuse américaine qui alerte sur ça d'ailleurs, les cocktails chimiques dans le sol. Voilà. Donc voilà. Donc on fait plein de, mais c'est que du green paroling. C'est que du lesbrouf en fait, puisque sur le terrain il n'y a pas grand chose qui change. Excuse numéro 8. Alors, qu'est-ce que c'est ? L'efficacité énergétique. Argument, tu vois bien que les voitures consomment de moins en moins de pétrole. Bientôt, ça ne consommera plus rien du tout. Et nous sommes sauvés. Oui, j'ai entendu aussi cette incroyable connerie. Voilà. Et donc ça, c'est une excuse courante appuyée par les lobbies du pétrole, n'est-ce pas, qui se sont laissés, qui quand même maintenant financent beaucoup aussi les énergies renouvelables parce que quand même ils ont eu l'habitude de gagner beaucoup de pognon. Même si moi je suis d'accord pour que les gens gagnent de l'argent, hein, parce que c'est normal, hein, qu'ils bossent, ils trouvent ils font des découvertes intéressantes, ils aident l'humanité, et c'est normal qu'ils gagnent de l'argent. Il n'y a pas de souci. Mais après, qui continuent à mettre en danger la santé de la Terre, enfin plutôt la santé des gens et l'habitabilité de la Terre par nous, juste pour continuer à gagner du pognon, ça par contre, ça m'embête un petit peu plus. Donc, mais c'est pas que les voitures en fait, voyez. On parle beaucoup du CO2, ce qui est quand même très important dans le réchauffement climatique, mais la chose la plus gravissime qui arrive aujourd'hui et que rares sont ceux qui en parlent, et qui est quand même le drame premier de ce qui nous attend, c'est la chute de la biodiversité. C'est la chute des populations d'insectes. C'est la chute des populations de petits mammifères, des micro-organismes des sols. Si le sol n'est pas vivant, vous n'avez pas d'agriculture. Voilà, si vous n'avez pas de culture de végétaux, vous avez plein de trucs que vous n'avez pas. Vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de sol, vous n'avez pas d'air. Enfin, c'est ça la catastrophe annoncée, c'est la baisse de la biodiversité. On fait beaucoup la chasse aux moustiques en ce moment. Bien sûr, c'est l'été. C'est normal, c'est l'été. Moi-même, en plus... Nous, c'est marrant. Chez moi, avec ma fille, quand on regarde un peu la télé, c'est à la même heure, toujours, tous les soirs, à 21h11 exactement, non mais je déconne pas, il y a un moustique qui arrive. C'est à croire que c'est toujours le même, ce qui est impossible, parce que la durée de vie d'un moustique n'est pas éternelle, mais à 21h11, le moustique qui est là. C'est fou, quoi. Incroyable. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Et ça loupe pas, tous les soirs. Je sais pas.
Donc, la bonne nouvelle, c'est que par rapport à l'année dernière où il n'y avait que des moustiques tigres dans mon jardin, là, il y a des moustiques autochtones, c'est-à-dire nos moustiques à nous, bien français, bien girondins, qui sont revenus. Ça, je suis content. Ça veut dire que, voilà, peut-être qu'il y a moins de moustiques tigres du coup, puisque nos moustiques à nous reprennent la place. Ils sont beaucoup plus petits, ils sont beaucoup plus aussi agiles et ils volent moins vite. Donc c'est plus facile aussi à les attraper et à les squeezer, nos moustiques à nous. Donc voilà. Mais voilà, je ne sais plus ce que je disais. Voilà, j'ai perdu le fil. J'étais en train d'admirer Samuel et du coup, j'ai perdu. C'est gentil. J'ai perdu. Je ne savais pas. Sophie. Sophie. Oh, c'est la chaleur. Valérie, pardon. J'ai fait rouler le truc des prénoms. Oui, ça s'est arrêté sur Sophie. D'accord. Bon, je savais, Valérie, que je faisais encore effet sur toi. Donc, oui, alors, ben voilà. Donc, ça, c'était l'excuse numéro 8, l'efficacité énergétique. C'est pour vous dire, bon, les temps qu'on parte en vacances. Alors, excuse numéro 9, il faut compter sur le volontariat, ne pas restreindre, interdire. Voilà. Argument, taxer ou interdire les citoyens de faire X ou Y serait contre-productif. Ils changeront grâce au bon sens sur la base du volontariat. Excusez-moi de rire. Pardon, Sophie. Excusez-moi de rire. Alors, moi, je veux bien. Moi, j'ai très confiance dans le citoyen, dans l'humain en général, mais de manière individuelle. Quand c'est l'humain en tant que foule, comme dirait quelqu'un, la foule, c'est un psychopathe en puissance. Donc, j'ai moyennement confiance. Alors, preuve en est que, il me semble, je me souviens, il y a quelques années, quand il y a eu le Covid et qu'on était tous chez nous et que les effets, le gaz à effet de serre avait diminué et que la nature a repris ses droits dans certains endroits, puisqu'on n'était pas là. Donc, elle a pu s'épanouir et tout ça. J'avais entendu, mais partout à la télé, même autour de moi, elle dit « Ouais, super, on va continuer comme ça, etc. » Dès que... l'État nous a libérés, entre guillemets, du pass et tout ça. On a fait 2 fois plus. On a fait 2 fois pire. Donc, je suis désolée, mais vous le savez très bien au fond de vous, les gens, que le bon sens et le volontariat, ça ne marche pas pour nous. Voilà. Soit on se sent impliqué, on le fait, soit on ne se sent pas impliqué, on ne le fera pas. Puis c'est tout. Voilà, c'est comme le coup, vous savez, au mois de janvier, au 31, on dit ouais, on va prendre des bonnes résolutions, et puis ça dure 1 heure, 2 jours, voire 1 semaine, et puis au bout d'1 semaine, c'est fini. Bon, bref. Donc, excuse numéro 10, le perfectionnisme réglementaire. Argument, cela ne vaut pas le coup. Si on demande à faire passer cette mesure maintenant, il y aura des grèves qui vont paralyser le pays. Attention aux gilets jaunes. Donc, sous prétexte qu'il ne faut pas peut-être provoquer de la colère sociale, on ne fait rien. D'accord, ça c'est une excuse de l'inaction. Ok. Je ne savais pas que... Oui, c'est vrai que souvent ils font ça. Cette excuse est un des leviers préférés, ça c'est toujours avec le site bonpote.com. Cette excuse est un des leviers préférés de nos chers politiques sans courage qui vont user de rhétorique. Oui, et puis surtout qui tiennent à leur job. Oui. Faut pas oublier quand même qu'ils ont un job, tu vois, c'est pas un job intermittent, mais ils ont un job à durée déterminée quand même. Donc voilà, il faut qu'ils renouvellent à la fin de chaque 5 ans, tu vois. Excuse numéro 11, abandonner les énergies fossiles, c'est abandonner les pauvres. Ah oui, et sans pétrole, c'est le retour à l'âge de pierre. Et les sociétés en voie de développement, on les laisse tomber. Mais ça, vous savez... Et ça, j'entends très souvent ça. Et j'étais vachement étonnée parce que j'ai entendu cette remarque retour à l'âge de pierre par des gens intellectuellement très intelligents, enfin qui réfléchissent, enfin qui sont raisonnés, qui ont de la sagesse, quoi, pas des, tu vois, pas des tout fous machin. Et ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça, mais c'est pas possible qu'ils aient cette vision aussi petite de nos capacités en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qui existe aussi, c'est vous avez la tech, dans la technologie, mais vous avez aussi le low-tech, c'est-à-dire la technologie sans la technologie d'aujourd'hui, qui fait la même chose, qui est aussi efficace, efficiente, etc., mais pour des productions bas carbone, etc. Enfin, donc ça existe. Il y a toujours une solution, comme dirait
quelqu'un que je connais. L'autre. Il y a toujours une solution. Donc, il y a aussi une solution. Moi, vraiment, je comprends pas que un minimum intelligent puisse se dire c'est le retour à l'âge de pierre. Et puis d'abord, peut-être que l'âge de pierre, c'était sympa. Hein. Oui, c'est vrai. Hein. Oui. Et puis, en plus, c'est vachement pas gentil pour Pierre. Parce que le pauvre, vanne de 2 balles, t'as même pas rigolé. Non. Je n'ai même pas percuté le rire. Je n'ai pas percuté. Oh là là. Allez, on est arrivé presque au bout. Excuse numéro 12. Le coût des mesures pour le climat va réduire la justice sociale. Argument, des mesures contraignantes vont d'abord toucher les plus précaires et c'est injuste. Mais c'est exact si on fait des mesures contraignantes pour les précaires. Comme la ZFE. Par exemple, c'est-à-dire que si on dit demain votre voiture de plus de machin, elle roule plus et qu'on n'aide pas les gens à changer de voiture, ça c'est contraignant. Par contre, si on fait en amont tous les changements et après qu'on dit bon mais demain vous pouvez plus utiliser cette voiture, ça sera pas contraignant en fait. Ça dépend comment on fait les mesures, c'est toujours pareil. C'est-à-dire ça dépend qui c'est qu'on privilégie et qui c'est qu'on s'en fout. Voilà. Il y a un humoriste là, je ne sais plus comment il s'appelle, il dit c'est nous qu'on sait. Je ne sais pas si vous connaissez cette l'expression qu'il a, et j'adore cette expression, c'est nous qu'on sait. Mais c'est ça, c'est-à-dire que ça dépend qui c'est que vous contraignez et qui c'est que vous privilégiez. Voilà, c'est toujours... Donc, et comme c'est toujours ceux qui... créent les lois qui se privilégient d'abord. Hein. On le voit bien aujourd'hui partout. Donc, du coup, c'est sûr que là, on peut dire que les mesures contraignantes, ça va être pour ceux qui... C'est un peu comme la démocratie participative, si vous voulez. Ça, c'est le grand mot. Mais seulement les gens qui ont le plus besoin de parler et d'exposer et d'exprimer ce qu'ils devraient avoir exprimé, ils ne viennent pas, où ils ne parlent pas, où ils sont trop timides, où ils se sentent gênés pour venir, où ils se sentent gênés pour parler. Donc c'est toujours les mêmes qui parlent. Ceux qui ont plus de facilité pour X raisons d'exprimer leur point de vue. Donc du coup, on tourne en rond et ce qui devrait être fait pour les gens qui en ont vraiment besoin n'est pas fait. Voilà, parce qu'ils n'ont pas... Voilà. Donc, écoutez, ça c'était les 12 excuses. Voilà. Alors, il y a un mot de la fin, je vous le laisse le lire. Et il parle bien sûr il parle du point de bascule. Et il parle de l'équation du nénuphar. Alors, c'est quoi l'équation du nénuphar ? Alors, ça veut dire qu'il y a un point de bascule qui peut se faire. C'est pour ça qu'il faut garder son optimisme. Parce que à un moment donné... il y a les citoyens qui seront assez nombreux pour qu'il y ait un point de bascule et pour que ça change de manière durablement et que ça aille mieux. C'est ça le point de bascule. 10% des acteurs convaincus, c'est pas beaucoup. Ah non. Dis donc. C'est très peu. Alors, l'équation du nénuphar, ça vient d'Albert Jacquard, raconte l'histoire du nénuphar que l'on plante dans un lac, qui a la propriété héréditaire de produire chaque jour un autre nénuphar. Au bout de 30 jours, la totalité du lac est recouverte par les descendants de ce nénuphar et l'espèce meurt étouffée, privée d'espace. Au-delà de la fameuse question au bout de combien de jours les nénuphars couvriront-ils la moitié du lac, nous pouvons très facilement faire le parallèle avec les citoyens et le climat. À partir de quel pourcentage de la population allons-nous atteindre le point de bascule ? Voilà. Donc, restez optimiste, parce que il suffit d'un petit point de bascule, 10% de la population, c'est pas grand-chose, pour que ça aille mieux, qu'on puisse de nouveau prendre l'apéro à 3h de l'après-midi sans risque d'une insolation. Et pour finir cette émission de glandage et sur le glandage de l'actualité écologique, je vais vous faire écouter un petit extrait un de mes humoristes préférés qui nous a quittés, c'est Pierre Desproges. D'accord. Homme extrêmement intelligent. Oui. Et voilà, donc je vous laisse écouter. Il est avec Anne Sinclair.
Et c'était en 1982 dans l'émission Merci Bernard. On se voit après. Vous vous interrogez, est-ce qu'ils ont bon moral, au fond, les cons? Les cons ont très très bon moral. Les cons, ils sont très contents de l'évolution de la situation internationale. Les cons aiment rire. On en rencontre souvent dans les sous-bois, car ils adorent les plaisanteries de derrière les fagots. L'optimisme du con fait vraiment plaisir à voir. Par exemple, les cons croient vraiment que si la chemise de Paul est plus blanche que la chemise de Jacques, c'est grâce à Percy en tirant des positions. Ils sont sûrs de ça. Par ailleurs, les cons, après rasage, s'aspergent avec Brut de la jungle. Pour nous, les hommes, Brut de la jungle, l'autre façon d'être un con. Ça, c'est une bonne pub. Bon, alors, comment ils vivent, les cons? C'est une excellente question, Anne, je vous remercie. Oui, c'est un chapitre. Oui. Comment vivent les cons? Eh bien, si on peut procéder par saison. L'hiver, les cons se massent sur des gradins et crient « Allez les verts !» Le fait de se tasser sur des gradins en criant « Allez les verts !» est un signe irréfutable de connerie. D'autant que cette année, à mon avis, c'est Nantes qui va gagner. Enfin. L'été, en revanche, les cons foncent à leur tête baissée sur les plages, où ils aiment s'agglutiner pour ne pas perdre une miette de la chaleureuse promiscuité immobilière de la ville. Ils forment ainsi un conglomérat de fourmis qui est ténu et continue de Calais à Hendaye et de Port-Vendre à Nice. D'où l'expression « être un peu con sur les bords ». Et puis au printemps, les cons ne vont pas chez le coiffeur. Au printemps, les cons reviennent de Lourdes. Non, au printemps, ils vont à Lourdes, c'est à l'automne. À l'automne, les cons reviennent de Lourdes, sauf ceux qui se sont noyés en s'approchant trop près du mannequin Kiss la prochaine fois qu'ils sont allés à Lourdes. Alors, est-ce que les cons militaires sont plus dangereux que les autres? Excellente question aussi. Ah oui, ça, bien sûr. Oui. Affirmatif, pardon. Les militaires sont féroces et ils poussent des cris de bêtes. Entendez-vous, Anne, ma chère Anne, dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats? Oui, c'est des cons. Bon, alors, cette obsession du con. Donc, c'était le mot de la fin. Je vous souhaite un bel été, puisque là, on va partir en vacances juillet-août. Tout à fait. Et on se retrouvera pour la rentrée pour l'émission des 10 ans, le 6 septembre. Le 6 septembre. Voilà, moi j'en profiterai pour promener mon micro tout l'été pour faire des petits reportages, témoignages, etc. qu'on mettra peut-être cet été ou à la rentrée, ce sera la surprise. Et puis prenez soin de vous, prenez soin du climat, de la planète, de votre voisin, de votre jardin, de la fourmi, de l'arbre et tout ça, parce que c'est pas parce qu'ils vous ressemblent pas qu'ils sont pas vivants et qu'ils n'ont pas besoin aussi de câlins et de faire attention à eux. Et je vous souhaite un bel été. Ciao. Allez, Samuel. Ciao. Wanted Radio, première sur la nature en ville. Wanted Radio, en toute indépendance.